Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et nous sommes ravis de vous retrouver pour ce samedi matin à glas, nom d'une pipe, mais qu'il fait froid en ce moment sur la France entière. Faites attention à vous si vous roulez, il y a encore quelques plaques de verglas, il y a encore des brouillards givrants à droite à gauche, soyez prudents. Est-ce que vous avez été prudent, l'ami Jean-Luc? Je suis toujours extrêmement prudent. Ça se voit. Alors, vous avez l'air sérieux déjà, ce matin, bonjour. Bonjour Dame Laurence, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Alors attention parce que nous avons un joli programme, vous allez me dire, vous qui nous écoutez tous les samedis matins, comme d'habitude Laurent, je suis d'accord. Sauf que aujourd'hui on va vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe avec les histoires de flux libre sur l'autoroute, parce que nos amis de la SANEF sont avec nous en direct et en studio ce matin. D'ailleurs, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, il y a Aude qui vous accueillera au standard avec notre nouveau standardiste aussi, puisqu'ils sont deux, donc vous pouvez y aller, vous pouvez téléphoner et poser des questions. Vous savez que le flux libre, c'est alors la disparition des péages. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est gratuit, attention. Non. Ce serait trop beau. Ça serait trop beau. Donc on va rentrer dans le détail de ce qui marche et ce qui ne marche pas pour le flux libre. On vous fera faire des économies juste après. Puisque si je vous aime, vous. Si vous voulez installer un boîtier éthanol. Alors, je vais peut-être même vous annoncer, je sais que les gens de la collective du bioéthanol vont pas être contents, mais je vais vous annoncer avant eux que les prix de l'éthanol vont baisser bientôt. Et donc, en plus, Biomotors, qui est un de nos partenaires, fait des soldes à moins 50% sur les boîtiers. Donc Très bien. On verra tout à l'heure sur quel modèle ça peut s'adapter. Est-ce que la voiture restez avec nous. Que vous avez essayée est au bioéthanol? Alors, je ne pense pas. Tout, elle est électrique. Vous aimez Arnold Schwarzenegger? Alors j'aimais bien avant, maintenant j'aime un peu moins. Sylvester Stallone. Ouais. Voilà. Rocky. Bon. Eh bien, c'est un peu, c'est la version Arnold Schwarzenegger de la R5 électrique. C'est une R5 bodybuildée qu'on essaye aujourd'hui. C'est l'Alpine A290. C'est une révolution pour Alpine. C'est la première Alpine électrique, c'est la première Alpine traction et c'est la première Alpine citadine. Ne dites rien pour l'instant. Gardons le suspense. Est-ce qu'elle est mieux que la R5? C'est ça la question. Eh bien, rendez-vous pour l'essai de la semaine. Il sera 10h30. Côté pneus, on va parler des SUV. Oui, est-ce qu'il y a des pneus spécifiques pour les SUV? Ils représentent aujourd'hui 50% des ventes de véhicules SUV. C'est beaucoup. Donc on se dit, tiens, peut-être que les manufacturiers, ils ont pensé à faire des pneus exprès pour ces voitures lourdes, puissantes, grosses. Et puis, je vous le dis, on parle des voitures. Pourquoi vous me regardez comme ça, vous? Non. Et puis, je vous le disais ce matin, à Glagla. Donc, on va parler évidemment du meilleur entretien pour notre voiture avec l'hiver. Que faut-il faire pour qu'elle passe un hiver à peu près correct? On va vous donner quelques trucs pour que votre voiture passe bien l'hiver et n'attrape pas la grippe, parce qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui sont grippés. Et puis, pour finir, on va faire un petit road trip entre Paris, Montpellier, Marseille. Et vous savez avec quoi? Avec la Citroën IC3 électrique. C'est Caradisiac qui vient de faire ça. Il y a une vidéo de 24 minutes. J'ai rigolé pendant 24 minutes. Donc je vous inviterai à aller la regarder. C'est en ligne depuis hier soir, mais on aura avec nous Cédric Pinatel qui a fait le voyage. Et puis quant à vous, vous êtes avec nous bien évidemment au 0826 300 300. Vous avez besoin de poser toutes vos questions, et ce, à la limite, dès maintenant, puisqu'on va parler du flux libre, entre autres sur la 13, mais sur l'avenir également. Là, venir en un seul mot. Nous allons aussi vous donner la parole sur la page Facebook de Sud Radio. Vous n'hésitez pas, puisque vous êtes toujours les bienvenus, vous le savez. On vous attend tout de suite, et vous pouvez aussi nous écrire un mail, jeparticipe@sudradio.fr, et on vous aura, en tout cas, on aura le plaisir de vous accueillir à l'antenne. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Et tout de suite, on va parler de ce péage en flux libre. Le point évidemment sur ce qui marche, ce qui ne marche pas, puisque ça a fait couler beaucoup d'encre depuis le début décembre où le flux libre est arrivé complètement sur la 13. On accueille Vincent Fonguet, qui est le directeur de l'exploitation et de la relation client du groupe SANEF. Bonjour Bertrand, et merci d'être là. Bonjour, bonne année. Oui, très bonne année. Pour vous également, merci. Moi, je trouve ça bien parce que c'est rare, excusez-moi, je vais y aller comme ça, parce qu'on parle vrai sur Sud Radio, d'avoir des gens qui gèrent toutes les autoroutes, qui acceptent de venir parler à la radio. Et franchement, bravo. On a des questions qui ne sont pas forcément très voilà, sympathiques. ça commence bien, c'est cool. Commence bien. Non, on va commencer par un truc très positif, c'est vrai. Alors, Laurence, parlons de la SANEF un peu aussi. Oui, alors la SANEF, moi j'aimerais bien qu'on en parle. La SANEF, c'est un des groupes autoroutiers en France. Nous avons la responsabilité de gérer 1800 km d'autoroute en Normandie, dans les Hauts-de-France et dans le Grand Est. Donc c'est toute la partie nord du pays. D'accord. Avec Laurence, on a testé le flux libre sur la 13 et la 14. Et donc on avait beaucoup de questions, mais pas que. Alors,
côté très positif, c'est vrai que quand on rentre de Deauville, par exemple, on arrête les bouchons qui avaient incessants au péage. Mais oui, sur la 13. Non, mais c'est pas ça, c'est Deauville, excuse-moi. Ouais, bon, moi, quand je vais chez ma maman qui habite dans un petit village du côté de Falaise, voilà. Alors que ce soit pour Falaise, pour Deauville, pour les trajets du quotidien, de toute façon, oui, l'avantage du flux libre, c'est de gagner du temps. C'est le fait qu'on n'a plus ces ralentissements aux barrières de péage, en particulier les jours de fort trafic, donc les week-ends chargés, les week-ends de départ en vacances, mais aussi au quotidien, parce que cette idée qu'il faut trouver la voie de péage, savoir est-ce que je vais à gauche, à droite, la flèche verte, tout ça c'est fini, on roule et on paye après. Oui, 9,5 millions de litres de carburant économisés avec les émissions de CO2 qui vont avec, donc c'est écologique et on a dit c'est pratique. Bon, après, il y a d'autres soucis qui se sont posés, comme je vous l'ai dit, on l'a testé. Alors déjà, expliquez-nous, le flux libre, il n'y a plus de barrière de péage. Non. Pas pour autant que c'est gratuit, c'est ça? Il n'y a plus aucune barrière de péage, donc on roule sans avoir à ralentir. Alors aujourd'hui, on ralentit encore un petit peu parce qu'on passe de 110 ou 130 à 90, 70 km/h parce qu'il y a encore une petite zone de chantier. Mais on contourne les anciennes zones de péage, donc on n'a plus à s'arrêter, attendre que la barrière se lève. D'ailleurs, les barrières de péage, il n'existe plus déjà. Moi, j'ai vu les changements. J'ai fait la route sur les 3 semaines où tout a été démonté. J'étais hallucinée. Donc bravo déjà aux équipes de la SANEF pour ça. C'était impressionnant. Donc elles ont été, pour le moment, on a mis ces voies de contournement, c'est ce que vous avez vécu. Et puis dans les mois qui viennent, on va finir cette déconstruction des barrières de péage. La vision cible qu'il faut qu'on ait, c'est dans 2 ans, quand on aura fini vraiment tous les travaux, il n'y aura plus aucune trace des anciennes barrières de péage. Donc ces grands auvents qu'on avait, c'est ce qu'on appelle les entonnements, donc ces élargissements là pour accueillir toutes les voies de péage, les anciens petits bâtiments qu'on avait, tout ça, il n'y aura plus rien de tout ça, et on aura rendu tous les espaces qui ne seront plus utiles à la nature, parce qu'on va replanter ensuite aux endroits où il y avait ces bouts d'autoroute. Donc ces barrières de péage, elles sont remplacées par des portiques qui traversent la route, qui ne sont pas exactement d'ailleurs à l'endroit où il y avait les barrières de péage, et vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. C'est des portiques comme on avait pu voir quand il était question à un moment de faire payer les camions sur l'usage des routes en France, des portiques qui traversent. C'était l'écotaxe à l'époque, qui n'a malheureusement pas abouti. Pourquoi je dis malheureusement? Parce que ça aurait permis de financer l'entretien des routes en France, qui sont défoncées par les camions, et en particulier par les camions étrangers. Bon, bref, ça c'était la parenthèse. Donc il y a ces fameux portiques, et c'est quand on passe sous le portique qu'il y a des caméras qui enregistrent en fait la plaque d'immatriculation du véhicule, et ensuite on doit, pour payer, rentrer sa plaque d'immatriculation sur le site SANEF en s'étant préalablement enregistré. Alors vous allez me dire, quand on le fait pour la première fois, c'est vrai que ça paraît un peu pénible, mais ensuite quand le véhicule est enregistré, à chaque fois qu'on passe, on a un petit message d'alerte qui dit attention, on a 72 heures pour payer. C'est comme ça que ça se passe. Alors, 2 précisions par rapport à ce que vous avez dit. Ouais. D'abord, effectivement, c'est bien des portiques avec une série de capteurs qui sont sur ces portiques qui permettent d'être détectés. Les portiques, ils ont un premier système qu'ils détectent, c'est les badges de télépéage. Parce que pour tous ceux qui ont déjà un badge de télépéage, rien ne change. Ils roulent sous le portique à 110 km/h. Alors, à ceci près qu'il y a eu des petits bugs, mais on peut expliquer on va revenir après, parce qu'il y a effectivement des bugs. Les badges de télépéage qui sont détectés, on roule à 110 km/h, le badge est bien fixé, on est détecté et on n'a rien à faire. Pour ceux qui n'ont pas de badge de télépéage, et ils sont 30% les jours de semaine, à ce moment-là, c'est bien la plaque d'immatriculation qui est identifiée, et il faut payer soit sur le site sanef.com, soit chez un buraliste du réseau Nirio. Il y en a plus de 7000 partout en France. Mais si on n'a pas Internet, je pense aux personnes âgées qui n'ont pas Internet, qui ne maîtrisent pas bien et qui n'ont pas forcément un bureau Nirio à proximité de chez eux. Ma maman, par exemple. Voilà. Comment on fait? Est-ce que quelqu'un d'autre peut payer à notre place déjà? De toute façon. Est-ce que Laurence peut payer à la place de sa maman? Oui, maman. Oui, bien sûr. Je t'aime. Non, mais en fait, ce que tu veux dire et ce que je pense aussi, c'est qu'en fait, et on en parlait avec votre collaboratrice qui est également avec nous, c'est que ça a tellement changé nos habitudes. On va être concret. L'être humain n'aime pas qu'on bouscule ses habitudes. En tout cas, nous, le Français en particulier. Ça a tellement changé nos habitudes. Et je te rejoins. Ma maman, elle me dit, je vais plus prendre la 13. Comment je fais? Je veux pas payer sur Internet. Enfin, elle a 84 ans. Et nous, ça nous a bousculé. Alors, même si ça a été vraiment accompagné au début, mais on ne l'a pas accepté, ce changement.
Oui, et on est parfaitement conscient de ça. Enfin, on est parfaitement conscient du fait que, au fond, le défi principal de ce projet, alors bien sûr, il y a un défi technologique, un défi de génie civil. Vous avez dit qu'on avait fait des travaux en 3 semaines, c'était très bien. Mais en fait, ça, c'est des choses qu'on sait faire et qui sont parfaitement maîtrisées. Le challenge principal de ce projet, c'est pour ça que moi, je suis ravi d'être avec vous ce matin, c'est tout ce qui est justement accompagnement à ce changement. Parce qu'on est bien conscient, on a 8 millions de personnes par an qui circulent, 8 millions de personnes différentes qui circulent sur ces autoroutes tous les ans. Du Nord, hein. De Normandie. Pour l'instant, Normandie. Juste Normandie, c'est 8 millions de clients, d'usagers différents par an. On aime le camembert en France. Hein. et la crème fraîche. Et donc, c'est autant de personnes qui, un petit peu, beaucoup dans leur ressenti, peut-être pas tant que ça dans le réel, mais ont effectivement vivent un changement. Ça faisait 60 ans qu'en France, pour payer l'autoroute, d'une manière ou d'une autre, on franchissait une barrière de péage. Alors après, mais il n'était pas prévu au départ qu'à la sortie de l'autoroute, il y ait une borne où on puisse régler justement son péage sans avoir besoin d'aller sur Internet. Alors ce système-là, il a été envisagé, mais on ne l'a pas prévu sur A13 parce qu'il a un très grand inconvénient. D'abord, c'est qu'on ne peut pas installer ces bornes à la sortie de l'autoroute parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément d'espace là. C'est pas une autoroute où on prend un ticket en entrée et on paye en sortie. C'est un système où on paye à l'endroit où on passe, pas vraiment en fonction de la distance qu'on parcourt. Donc il n'y a pas de point à la sortie. Donc si on avait voulu mettre des bornes au bord de l'autoroute, vraiment, on les aurait mis sur des aires de repos, des aires de service. Voilà, comme sur la 79, comme dit Anthony, notre réalisateur, qui connaît bien cette autoroute-là. Mais à ce moment-là, n'a pas fini son trajet. Et donc, il est tout à fait possible qu'on se retrouve devant une borne, mais en fait, on a encore un portique qui va nous détecter plus tard. Et c'est pour ça que plutôt que de mettre une dizaine de bornes au bord de l'autoroute, on s'est dit, travaillons sur un réseau de paiement de proximité, et qu'on a travaillé avec les buralistes, parce que c'est le réseau qui, en France, est le plus fin, le plus ancré dans les territoires, et avec des super horaires d'ouverture, parce qu'en général, un bar, tabac, presse, c'est ouvert au moins 6 jours sur 7 et au moins 12 heures par jour. Je viens à ma question suivante. Il faut payer dans les 72 heures. Si vous avez un week-end où les bureaux sont fermés et que vous avez une indisponibilité sur une des journées suivantes pour aller payer dans un bureau, c'est pas un peu court, 72 heures? J'ai un de mes amis, quand on est allé à Deauville, je m'excuse Laurence, qui en arrivant n'arrivait pas à payer parce que sa carte de crédit ne passait pas pour X ou Y raison, et qui me dit, on était le week-end, et qui me dit, bon, faut que j'appelle ma banque qui est fermée le lundi, donc je les aurai que mardi, mais mardi les 72 heures seront passées. Bon, ça va, on était plusieurs, donc on a pu payer pour lui, mais comment on fait dans ces cas-là? Est-ce qu'on va être redevable quand même d'une amende, puisque c'est comme ça que ça se passe au-delà de 72 heures? Est-ce qu'il n'était pas, au moins pour la mise en place du système au début, préférable de laisser un peu plus de temps pour acquitter le péage? Ce qui est un peu le cas en fait. Alors, plusieurs choses. D'abord, le délai de 72 heures, c'est un délai national qui est fixé par le ministère des Transports. Et globalement, tout ce projet de péage en flux libre, c'est un projet qui est très encadré par le ministère des Transports. Tout à l'heure, on parlera peut-être des majorations, vous me parlez du délai. Tout ça, c'est des paramètres qui sont fixés par le ministère. Après le délai de 72 heures, il faut être conscient que nous, à 72 heures et 1 seconde, on n'a pas quelqu'un qui est dans un bureau de poste prêt tout de suite à envoyer l'amende dans la seconde qui suit les 72 heures. Au bout de 72 heures, ce que l'on fait, c'est que on a un système informatique qui identifie tous ceux qui sont susceptibles d'être en infraction. On a des équipes qui revoient toutes ces images-là. Toutes les images des véhicules pour lesquels on a un retard de paiement sont revues par nos équipes, une par une. Puis on interroge le fichier des cartes grise, puis on obtient les coordonnées de la personne encore le lendemain du fichier des cartes grises, puis enfin on génère le courrier, et puis on le dépose à la poste, et il met encore quelques 1, 2, 3 jours pour arriver. Donc en fait ça laisse tout un temps pendant lequel, au-delà des 72 heures, de fait, il n'y a pas tout de suite une majoration qui est appliquée. Majoration justement, tiens, on en parle. Combien ça coûte de ne pas payer en temps et en heure son péage? Alors la première fois qu'on passe et qu'on est un retard de paiement, 12 €, on laisse un délai supplémentaire. Ouais. D'abord, on envoie un courrier dans lequel on laisse des délais supplémentaires de 10 jours dans lequel il n'y a pas de majoration. D'accord, donc vous demandez juste de payer, d'acquitter le péage sans majoration. Exactement. Et on annonce tout de suite ce qui va se passer après. Si on persiste à ne pas payer, à ce moment-là, on tombe dans le cas un peu général. Le premier niveau de majoration, c'est 10 €. C'est ça.
Et ça dure pendant 15 jours. Et ensuite, on a un deuxième niveau de majoration, c'est 90 €. Et là, on a 2 mois pour payer. En plus du péage, bien sûr. Et une question juste avant la pause. On revient sur la SANEF et j'ai beaucoup de questions qui arrivent sur Facebook, beaucoup de réactions. Évidemment, ça intéresse tout le monde, y compris ceux qui ne sont pas du tout dans le Nord et le côté Normandie. J'imagine quand vous avez mis ce grand projet en place que vous avez tout étudié, y compris les conséquences que ça pouvait avoir après, financières, y compris pour vous la SANEF, c'est-à-dire les envois de courrier, financièrement, vous avez un coût qui a dû exploser par rapport à avant, par rapport au simple péage classique. C'est un investissement d'abord de 120 millions d'euros, et puis vous avez raison, toujours on a des coûts d'exploitation qui sont très significatifs. Alors effectivement, il y a ces coûts d'expédition postale, tout simplement, pour générer les courriers, envoyer tous les courriers à la poste. On a aussi des équipes qu'on a beaucoup renforcées, parce que c'est un projet qui, de manière contre-intuitive, est créateur d'emplois. Oui, parce qu'on imagine que de supprimer les péages, ça va supprimer des emplois. On a l'impression que tout est automatique, c'est un grand ordinateur qui fait tout, et puis il n'y a plus aucun humain. En fait, c'est pas le cas. On avait une centaine de personnes qui travaillaient sur les péages en Normandie. Elles sont toujours dans l'entreprise. Ça, c'est bien. Elles sont au chaud maintenant. Elles sont effectivement, au chaud avec un métier nouveau pour lequel on les a formées, on les a accompagnées. Mais en plus de ces 100 personnes, on en a recruté 150 supplémentaires pour répondre à toutes les questions, pour faire les traitements des cas particuliers, pour résoudre les litiges, réclamations que l'on peut avoir. Donc en fait, c'est un projet pour lequel on a embauché. On va évoquer plein de cas particuliers juste après la pause publicité. Et puis il y a plein de réactions, il y a plein de réactions sur la page Facebook de Sud Radio. Continuez. Merci d'être là vraiment, Vincent Faguet, directeur de l'exploitation et de la relation client de groupe SANEF. On continue de parler de ce flux libre juste sur Sud Radio et ça sera juste avant l'essai de la semaine. Tiens, il nous dira s'il a essayé sur l'autoroute de la Normandie vers Deauville, l'ami Jean-Luc, sa voiture. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Et si vous nous rejoignez à l'instant, merci d'écouter Sud Radio et d'être avec nous pour On parle auto et on parle péage ce matin, en l'occurrence avec notre invité Vincent Faguet, qui est le directeur de l'exploitation et de la relation client du groupe SANEF, qui est présent avec Caroline Chaise, qui est la directrice de la communication, qui nous a permis aussi d'organiser et que je remercie ce rendez-vous pour parler de tout ce qui tourne autour du flux libre sur l'autoroute A13, entre autres, puisque ça fait couler beaucoup d'encre et qu'il y a eu pas mal de petits soucis, l'ami Jean-Luc. Oui, Vincent Faguet, est-ce qu'il y aura, alors le flux libre en expériment, enfin c'est plus de l'expérimentation, depuis le 11 décembre, ça y est, sur la A14 et sur la A13 depuis le 11, ça y est, on est au flux libre. Ça arrivera sur d'autres portions d'autoroute en France ? Je dirais probablement, mais la réponse, elle n'est pas du côté des sociétés d'autoroute et donc pas du côté de SANEF. La réponse, elle est plutôt du côté du ministère des Transports, puisque tous ces changements-là, tous ces investissements-là, en fait, ils sont pilotés par le ministère. C'est le ministère qui a le tempo et qui dit je voudrais on fait d'abord un test, celui-là, on fait ça, on fait ci, voilà. Bon. Tiens, d'ailleurs, en termes de réflexion, juste une chose, parce qu'on a les moineaux de Marcillargues sur Facebook qui dit ce système n'est pas une innovation en Europe. La même technologie est appliquée en Italie sur les tronçons les plus chargés entre Turin et Milan et Bergame. Quelles leçons de l'antériorité italienne ont été tirées par la SANEF par rapport à ce qui se passe et pour limiter les écueils? Alors, ce qu'on a pu récupérer des expériences étrangères de manière générale, c'est de la maîtrise technologique, enfin le fait d'avoir des systèmes dont la fiabilité de détection est très élevée, que ce soit pour du télépéage ou pour des plaques d'immatriculation. Ce qui est très spécifique à la France, ensuite, c'est le contexte réglementaire, et donc c'est que chacun ville a ce parcours avec un courrier, puis éventuellement une suite. Ça, c'est spécifique à chaque pays. Et au fond, là où il y a du changement, là où il y a quelque chose qu'il faut qu'on apprenne collectivement, où chacun doit trouver sa meilleure solution pour s'approprier ce nouveau système de péage, c'est du spécifique un peu français, parce que c'est du spécifique réglementaire français. Oui, parce qu'en plus, il y a d'autres pays, il n'y a pas que l'Italie, il y a l'Autriche, mais là c'est par système de vignettes, il y a certaines autoroutes. On est un peu en retard en Espagne, fait, nous. Oui, on est un petit peu en retard, mais c'est pas les mêmes systèmes dans tous les pays, parce que moi je voyage en Europe constamment pour essayer des voitures, donc des péages en flux libre, j'en connais déjà depuis des années, mais c'était pas le même système que ce qu'on a en France. Alors pour revenir sur les petit cas particulier, je vais reprendre mon exemple où je vais à Deauville, on est plusieurs voitures, on part à Deauville, on arrive là-bas, donc la première question en arrivant c'est bon, il faut payer le péage puisque c'était la première fois qu'on faisait ça. Je m'étais inscrit moi, donc pas de souci, moi j'ai pas eu de problème, et j'ai un de mes amis qui me dit mais c'est pas un souci, moi j'ai un badge de télépéage, donc c'est bon. Je lui dis vérifie, va sur le site de la SANEF, tu enregistres ton numéro d'IMAT et tu vas voir si effectivement il l'a fait, et sur 3
péages qu'il aurait dû payer. Il y en a 2 où le badge n'a pas été pris en compte. Donc s'il n'était pas allé vérifier, en fait, il aurait eu un rappel, il aurait peut-être payé. Mais en fait, alors vous avez mis des panneaux partout en disant attention, il faut mettre le badge derrière le pare-brise. Et il faut vraiment être très attentif à ça. Ça veut dire que certains badges peuvent ne pas être détectés. Lesquels, si c'est le cas? Est-ce qu'il y a des technologies qui ne fonctionnent pas sur cette autoroute? Et deuxièmement, est-ce que les gens sont suffisamment informés? Parce que si on croit avoir payé, alors normalement il y a un bip quand on passe, mais quand on est dans une voiture, on peut être en train de discuter ou écouter la radio, on peut très bien... Sud Radio. Exactement. On peut très bien ne pas entendre le bip en question et être persuadé d'avoir payé alors qu'on n'a pas payé. C'est vrai. Alors l'état de non-détection, bien souvent, c'est ce qu'on a pu voir pour des clients qui nous ont appelés, ils nous ont dit mon badge n'a pas été détecté. Premier motif que l'on voit pour la non-détection, c'est en fait le badge n'est pas fixé au pare-brise. Alors soit il n'y avait pas de badge du tout, soit la personne a compris qu'il fallait qu'elle fasse telle chose au dernier moment, mais dangereux par ailleurs. Elle prend son badge, elle le secoue à la main dans la voiture. On peut le secouer autant qu'on veut, il se passera rien, il ne sera pas détecté. Donc ça c'est le premier cas. Évidemment, il faut que le badge soit fixé au pare-brise. Donc ça c'est vraiment, excusez-moi, c'est le conseil du jour, fixez votre badge au niveau du pare-brise là où il doit être. Deuxième point sur les badges, pour qu'un badge soit bien détecté, il faut qu'il soit pas trop vieux et qu'il n'ait pas des centaines de milliers de fois précédemment où il a été utilisé. Certains badges qu'il y a 10 ans et qu'on a déjà beaucoup utilisé, il est possible que sur une barrière de péage classique, il soit détecté. De toute façon, tant qu'il n'est pas détecté, la barrière ne va pas se lever. Donc, on va faire roule à 30 km/h, voilà. Alors que là, on peut rouler beaucoup plus vite. On fait des manipulations, puis il finit par être détecté, on le déplace, on l'oriente un peu différemment, et ça finit par marcher. On sort par la fenêtre. Et ça finit par marcher. Là, on fait pas toutes ces manipulations-là. Donc effectivement, de bonne foi, avec un badge même bien fixé sur le pare-brise, mais qui serait très ancien et dont la pile serait usée, parce qu'un badge, ça s'use au fil du temps et au fil des usages, on peut avoir un badge qui n'est pas détecté. Ça arrive. Mais tous les badges fonctionnent sur le site. Tous les badges fonctionnent. D'accord. Est-ce qu'on doit avoir un badge par voiture ou on peut avoir un badge qu'on déplace d'une voiture à l'autre? Alors, les conditions générales des badges en France, de toute façon, la plupart du temps, c'est que le badge est associé à une plaque d'immatriculation. Alors, pour un badge qui ne roule qu'en France, c'est pas obligatoire. Dès qu'on a un badge, et c'est la quasi-totalité des badges que l'on a aujourd'hui, des badges interopérables pour l'Espagne, l'Italie, il doit y avoir cette association entre une plaque et le badge en question. Et puis, au fond, comme ce que je viens de vous dire, le conseil, c'est il faut que le badge soit fixé. Pour qu'un badge reste fixé, le plus simple, c'est quand même qu'on ait un badge par voiture. Oui. Alors, quand on a, je prends un exemple de quelqu'un que je connais bien, qui a 17 véhicules, comment on fait? On a 17 badges où on inscrit les 17 plaques d'immatriculation sur le site de la SANEF avec un seul nom, c'est possible? Comment on fait? On a plusieurs possibilités. Alors, des gens qui ont 17 véhicules, moi j'en connais, mais j'en connais même pas beaucoup. Moi j'en connais, moto comprise, Oui, moto comprise. Oui, 17, c'est bien véhicule, effectivement, au sens large. Non, dans ce cas-là, il y a la solution badge. On peut avoir 17 badges, autant qu'on a de véhicules. Mais 17 abonnements, il y a un moment là, il y a un investissement financier. C'est rare pour les particuliers, c'est très courant pour les entreprises. Oui, donc flotte. Pour flotte d'entreprise, c'est pour le coup très courant. Ce que disait Caroline Chaise, faut vous mettre en flotte, l'ami Jean-Luc. Et puis il y a une autre possibilité. On sait que vous préférez le vin, mais il y a une autre possibilité, vous l'avez dit, c'est effectivement de créer un compte sur SANEF. Et à ce moment-là, on peut, sur un compte de notre site sanef.com, enregistrer ces véhicules. Toutes les plaques, on peut les enregistrer. On peut enregistrer autant de plaques qu'on veut. Donc si vous l'enregistrez 17, vous enregistrez 17. Oui. Et vous pouvez à ce moment-là associer votre carte bancaire à ces 17 plaques et vous serez débité automatiquement, ce qui veut dire que vous n'aurez plus à vous en préoccuper. On va refaire une autre pause. On garde notre invité Vincent Fanguet, qui est directeur de l'exploitation et de la relation client du groupe SANEF, qui est venu. Il y a plein de gens qui disent que les gens ils viennent jamais près de véhicules. Et on va parler aussi de vos réactions, parce que j'y tiens, l'ami Jean-Luc. On va laisser un peu de place aux réactions Facebook. Il y a beaucoup de réactions et voilà, c'est un sujet qui intéresse tout le monde, y compris quand on n'habite pas du côté de la Normandie. Stéphane dit. Alors Stéphane, excusez-moi, mais je suis pas complètement d'accord avec vous, le troisième co-animateur de l'émission. Si j'avais pas écouté l'excellente radio Sud Radio, de rien, ça fait trop plaisir. J'aurais jamais su que la 13 avait mis en place un flux libre. Stéphane, vous êtes gonflé parce qu'on en a quand même entendu parler partout, y compris que du côté négatif de la chose. Enfin, du côté un petit peu mise en place particulière. Bon, allez, à tout de suite sur Sud Radio et juste après ce passage sur le flux libre, on retrouvera l'ami Jean-Luc au volant d'une Alpine. Il a de la chance, cet homme.
pour les 5 dernières minutes, ça va aller très très vite. Nous avons toujours notre invité, Vincent Fanguet, directeur de l'exploitation et de la relation client du groupe SANEF, sur le fameux passage au flux libre de l'autoroute A13, qui sera peut-être le point de départ d'autres autoroutes. On verra ça dans l'avenir. Beaucoup de questions, donc là il faut qu'on soit très succinct, mon ami Jean-Luc, parce qu'il y a vos questions, les miennes et celles de Facebook, ça n'arrête pas. On va commencer par celle de Bruno de Pau. Alors je pensais qu'il serait d'Agen, moi, Bruno d'Agen, mais bon... qui demande pourquoi vous n'avez pas laissé une barrière de péage, par exemple une file qui permettrait, alors soit en flux libre, soit de passer au péage classique, quoi. Parce que ça aurait posé plein de problèmes potentiellement de congestion sur cette file si les usagers avaient préféré l'ancien système et voulaient pas aller vers le nouveau. Et puis fondamentalement le projet, c'est de dire allez, on y va, on modernise cet axe, on change les choses et on passe en flux libre, donc on y va complètement. Question de Dominique sur la page Facebook. Je passe le péage, je prends l'avion juste derrière, je pars pour un mois de vacances. Est-ce que j'ai une amende en rentrant ? Ma réponse c'est, est-ce que vraiment aujourd'hui on part un mois en étant complètement déconnecté ? Est-ce qu'on part un mois en vacances sans avoir un téléphone portable, au moins juste avant de rentrer dans l'avion, qui permet de payer ? Ouais. Jean-Luc. Je suis fait... Alors l'usurpation de plaques devient un sport national en France, même si on va redire ce qu'on risque pour de l'usurpation de plaques, c'est juste énorme. Vous pouvez risquer jusqu'à 30 000 € d'amende, 6 points de permis, 7 ans de prison, 3 ans d'annulation de permis, confiscation du véhicule. Bref, malgré ça, il y en a de plus en plus, on l'évoque souvent avec Rémi Jossaume, notre avocat. Comment je fais ? Alors je vais porter plainte bien évidemment, mais est-ce qu'à chaque fois vous allez m'envoyer, imaginons le type il passe 10 fois par jour, vous allez m'envoyer à chaque fois 10 fois les rappels, vous n'avez pas payé, comment ça se passe ? Effectivement, le réflexe pour une usurpation de plaque ou d'autres choses, dès qu'on est sur de l'usurpation d'identité, c'est le dépôt de plainte, et nous sur la base du dépôt de plainte, que l'on examine, on va faire sauter les péages en question. Voilà. D'accord. Donc on peut s'expliquer avec vous quand même. Il y a des gens d'ailleurs, on peut avoir un interlocuteur au téléphone. Bien sûr, alors on a une ligne dédiée, sur sanef.com, Hotline, 09 708 08 709. Alors attendez, excusez-moi, je vous ai coupé la parole, redites-le. 09 708 08 709. Ok. Vous tapez sur Google SANEF Service Client, vous le trouvez tout de suite. On le cache pas, ce numéro. On a des gens qui sont là pour répondre et qui sont totalement disponibles pour répondre. Et c'est ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h. Donc finalement, il n'y a que le dimanche où aujourd'hui, on n'a pas d'équipe pour répondre. Mais sinon, on est très, très disponible pour répondre à toutes ces sollicitations. Alors, ich spreche Deutsch. Je ne comprends pas les panneaux qui sont en français et en anglais. Je ne sais pas qu'il y a du flux libre. Est-ce que non, la question, c'est les plaques étrangères. Les étrangers vont payer quand même. Vous avez accès aux immatriculations étrangères ? Alors, les étrangers sont identifiés d'abord comme... les plaques étrangères sont identifiées comme les plaques françaises. On sait lire les plaques étrangères. Et on sait interroger les fichiers des cartes grises de tous les pays de l'Union européenne. Ah, d'accord, très bien. Mais un camion polonais qui ne paye pas, vous arriverez à le faire payer ? Oui, alors un camion polonais, en fait, il a souvent un badge de télépéage de toute façon. Pour la SANEF, là, on est à un mois du début. C'était vers le 5 ou 7 décembre, je me souviens plus très bien, mais dans ces eaux-là. C'est quoi déjà les premières constatations ? 11 décembre, exactement. Première constatation, un mois après, est-ce qu'il y a plus de flux, moins de flux ? Est-ce que les gens ont moins pris l'autoroute ? Est-ce que, etc., etc. Alors, on a 9 millions de personnes d'abord qui sont passées sous 9 millions de passages plutôt qui ont été enregistrés sous nos portiques. Noël compris, Noël décembre, compris. Juste sur le mois. Oui, c'est depuis l'ouverture. Donc on a un volume significatif de passages. Plus ou moins qu'avant. Soyez honnête, on parle vrai. Non, même ordre de grandeur. Ouais, même ordre de grandeur. On n'a aucun effet constaté aujourd'hui sur le trafic. Ni du trafic en moins avec des gens qui diraient je veux plus prendre l'autoroute, ça me stresse trop, ni du trafic en plus disant chouette, ça va plus vite. La question qu'on vous a pas posée, est-ce que le gain de temps vous l'avez quantifié ou pas ? Le gain de temps, les jours de fort trafic, on estime c'est jusqu'à 30 minutes sur un trajet entre Paris et Caen. Ah oui, quand même. Pas mal. Ah ouais, sérieux, ce chapeau. On a une réaction sur Facebook qui dit, Laurent, il y a une autoroute en flux libre en Bourgogne, ça fonctionne très bien. Le bon sens des provinciaux, peut-être. Effectivement, il y en a une qui a ouvert il y a 2 ans. Ouais. C'est une autoroute qui n'était pas à péage, c'est une route qui n'était pas à péage, qui a été mise au standard autoroutier et avec la mise en place du péage, et c'était le choix de faire un péage en flux libre aussi. Bon, tout le monde a évoqué dans les journaux télévisés le problème des loueurs, mais c'est la même chose si je prête ma voiture et que quelqu'un paye pas.
Vous avez mis en place quelque chose de particulier pour ces cas précis? Dans ce cas-là, en fait, c'est de toute façon le propriétaire du véhicule qui reçoit, s'il n'y a pas de paiement, qui reçoit le courrier. Mais le loueur, je prête ma voiture, elle prend la 13 pour aller en Normandie. Elle va payer dans les 72 heures. Mais non, mais je prends mon badge. Je vais me prendre mon badge, je vais m'inscrire. Non, parce que le badge, il faut un numéro d'immatriculation, donc c'est pas le bon numéro d'immatriculation. Alors oui. Alors, donc vous allez recevoir un courrier, et vous avez la possibilité de désigner la personne qui conduisait à ce moment-là. Ah, je peux balancer, ça c'est bien. Voilà, et à ce moment-là, on va réenvoyer un courrier à votre collègue. Question pour la SANEF directe. Est-ce qu'il va y avoir pour vous un vrai avantage financier d'avoir mis ça? Est-ce que vous allez gagner plus d'argent? On ne l'a pas fait pour ça. Nous, on l'a fait pour faire gagner du temps. C'est pas la réponse. On l'a fait pour être moderne. Et sur cette question de est-ce qu'on va avoir plus ou moins de charges, pour le moment on en a plutôt plus, parce que envoyer tous ces courriers, recruter tous ces personnels, c'est plutôt plus. Est-ce qu'on va gagner plus ou moins d'argent? On verra à la fin, mais c'est pas du tout gagné, parce que certes il y a des usagers qui paient des majorations, quelques-uns, pas beaucoup, mais il y en a. Il y en a aussi qui aujourd'hui n'ont pas payé. Alors on espère bien qu'ils finiront par payer, mais il y en a aujourd'hui qui n'ont pas payé leur péage. Ouais, et on sait à peu près quand est-ce que les autres autoroutes de France vont passer le cap? Non, c'est pas, puisque c'est une décision qui sera prise au niveau gouvernemental, c'est ça? C'est ça. Et donc la SANEF, on rappelle, c'est plutôt le nord de la France, Normandie... Normandie, Hauts-de-France, Grand Est. Hauts-de-France, Grand Est. La fameuse A1. Oui. Est-ce que vous allez la passer en flux libre? Parce que alors c'est camion, alors pour le coup, la A1, c'est la plus empruntée des camions de l'Europe. Même réponse que tout à l'heure, vraiment ça dépend pas de nous. Donc je peux pas vous dire. Je peux pas prendre mon engagement là-dessus. Donc pour conclure, parce qu'il nous reste 10 secondes, les conseils qu'on peut donner vraiment, si vous le voulez bien, Vincent Fanguet, avocat directeur de l'exploitation et de la relation client du groupe SANEF, pour tous ceux qui vont emprunter cette autoroute A13 à flux libre ou en Bourgogne ou ailleurs. Si on a un badge de télépéage, on le fixe bien sur son pare-brise. Si on a un souci, une déconvenue, un courrier, une frustration, une réclamation à faire, on a des équipes qui sont là pour ça. Donc contactez-nous, sanef.com, ou notre ligne 09 708 08 709, et on trouve toujours des manières de résoudre les questions. Ah, si, les petits malins qui masquent un chiffre de leur plaque, vous les identifiez pas, on est d'accord. Comment on peut les attraper, ceux-là? Là, ça relève de la fraude à la plaque d'immatriculation, donc ça nous dépasse un peu. C'est la question des forces de l'ordre, c'est pas la question de... Ça ne peut pas être traité par SANEF. Vincent, vous restez en notre compagnie, parce que vous l'avez vu passer sur votre autoroute, c'est sûr, c'est la fameuse Alpine. Et on va passer tout de suite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup. Elle n'est pas faite pour faire de l'autoroute, justement. Oui, mais tu vas nous en parler juste après. Merci beaucoup à la SANEF d'avoir accepté d'être transparent et d'être venu sur Sud Radio. Et vous savez que vous êtes toujours les bienvenus. Et merci à Caroline Chaise, qui est la directrice de la communication, d'avoir aussi organisé ce rendez-vous, qui est avec nous ce matin. Place à la Alpine R5 par l'ami Jean-Luc. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Présente Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Alors, on prend le volant de l'Alpine A290. Alors vous savez, on en a parlé, la R5 E-Tech et l'Alpine A290 ont été conjointement sacrées voiture de l'année 2025. C'est une première dans l'histoire de ce prix qui confirme d'ailleurs l'affiliation entre les deux modèles et qui met l'accent sur la révolution qui touche Alpine, l'A290. Je vous l'ai dit, c'est le premier véhicule électrique de la marque, la première traction, la première citadine. Bon bref, une révolution. Pour faire simple, on peut voir l'A290 comme une R5 bodybuildée, avec des ailes plus larges, des boucliers différents qui allongent la voiture de 7 cm au passage, et puis des voies élargies qui lui font gagner également 5 cm en largeur. Notre modèle D7 est une version première édition avec une peinture bicolore et des stickers spécifiques qui font paraître la voiture plus méchante. Il y a des grandes roues aussi, ça fait méchant, chaussées de pneus Michelin Pilot Sport S5, des gros étriers de frein à 4 pistons qui font aussi très sport. Perso, je suis pas fan en revanche des feux carrés qu'on a à l'avant façon longue portée, mais l'auto possède quand même un vrai charme néo-rétro, comme la R5 E-Tech, vous savez que j'aime beaucoup. Ce que j'aime aussi, c'est le troupeau de canassons qui débarque sous le capot. Il y en a 220 sur notre modèle d'essai, il y a aussi une version 180 chevaux. C'est toujours un moteur électrique synchrone bobiné qui anime l'auto. Il est alimenté par une batterie NMC de, entre guillemets, seulement 52 kWh, afin de garder la 290 sous la barre des 1500 kg. Le coffre,
il reste très correct, 300 litres. Je lis un peu partout que cette voiture a un petit coffre, c'est pas vrai. Dans la catégorie sous les 4 mètres, on va le rappeler, il est plutôt pas mal. Mais le double fond, dans lequel on pouvait ranger les câbles sur la R5, contient cette fois un caisson de basse de l'installation audio de Vialet, qui n'est pas aussi convaincante que ce que j'espérais. Bon, avec moins de 4 mètres de long, il n'y a pas de miracle aux places arrière, d'autant que les sièges avant sont plus épais que ceux de la R5 E-Tech. Donc si vous voulez voyager en famille, c'est pas la voiture qu'il faudra acheter. En revanche, à l'avant, on retrouve les grandes lignes de la planche de bord de sa demi-sœur, et c'est dans les détails que se trouvent les différences. Tout d'abord, le fameux tissu matelassé qui évoquait la toute première R5 est remplacé ici par un habillage aluminium et cuir Nappa. Voilà. Le volant, on va le voir un peu plus loin pour ceux qui ont la vidéo, fait très fin avec une foule de boutons. Il y en a un pour régler la récupération d'énergie, un autre pour les modes de conduite, les aides à la conduite, l'infodivertissement, bref, tout ça. Il y a également une énigmatique touche sur laquelle est écrit OV pour Overtech. Je vous dirai plus tard à quoi ça sert. Pour le graphique des compteurs, Alpine a choisi le thème du triangle. Vous savez pourquoi? En référence au pic des montagnes alpines. Et oui, personnellement, j'aurais préféré des compteurs ronds, vous savez que j'aime ça, à l'ancienne, qui sont plus lisibles. Par bonheur, des boutons physiques ont été conservés pour les commandes de climatisation. Il y a une pompe à chaleur en série. Et l'A290 hérite des poussoirs de l'Alpine A110 sur la console centrale pour commander la boîte de vitesse. Bon, évidemment, il n'y a pas de boîte de vitesse. Il y a neutre, marche arrière, marche avant. C'est toujours Google qui gère l'infodivertissement, avec en plus une application Alpine Telemetrics qui permet de surveiller tous les paramètres dynamiques de l'auto. Ajoutons que l'équipement est ultra complet et même luxueux, avec entre autres une sellerie en vrai cuir de Meumeux, et en plus elle est belle et confortable. Le confort, c'est justement l'interrogation première avant de prendre le volant. Par rapport à la R5 E-Tech, la suspension a été durcie et les barres anti-roulis sont d'un plus gros diamètre. C'est donc logiquement plus ferme, sans être aussi caricatural qu'une Mini Cooper. La voiture paraît aussi très légère, malgré ses 1478 kg. On s'amuse également avec les récupérations d'énergie, qui est réglable sur 4 niveaux, avec le bouton bleu qui est sur le volant, ou encore le son artificiel. Oui, il y a un son artificiel qui est retranscrit par le haut-parleur de la voiture. C'est censé évoquer un moteur thermique. Vous l'écouterez sur la vidéo de l'essai, sur la chaîne YouTube de Sud Radio, ça va vous faire rigoler. Bon, heureusement, le travail sur le châssis était plus sérieux. On sent bien les 220 chevaux et 300 Nm de couple lors des accélérations à 0 à 100 en 6 secondes 4, et la voiture s'en accommode si bien qu'on espérerait même une cinquantaine de chevaux supplémentaires. La direction est précise, l'auto vire à plat, le freinage il est simplement diabolique, mais pas question de dérapage contrôlé comme avec l'Alpine A110. Ici, tout est sous contrôle électronique, et c'est même un peu frustrant. On se console avec la touche OV, la fameuse qui est sur le volant. Ça fait quoi cette touche? Eh bien, quand on appuie dessus, ça déclenche le couple maximum pendant 30 secondes. Donc, on n'est pas collé au siège, mais ça accélère fort. C'est fun, mais pas fatalement utile. Ce qui est beaucoup moins fun, c'est l'appétit de la voiture. Certes, avec des températures en dessous de zéro, j'ai consommé en moyenne, c'est pour ça que je vous disais, elle n'est pas faite pour l'autoroute. J'ai consommé pas loin de 30 kWh au 100 km, 29,5 à 130 km/h et 25,3 kWh pendant l'essai. Ça veut dire 200 km d'autonomie pour 361 annoncés par le constructeur. La 290 peut même pas compenser ce faible rayon d'action par de la charge ultra rapide. J'ai enregistré un pic de charge à 67 kW contre 100 kW annoncé. Bon, au final, je trouve qu'elle est un peu décevante, cette Alpine, par rapport à la R5 E-Tech. Elle est certes plus performante, mais moins confortable, plus bruyante, mais moins polyvalente, tout en étant environ 10 000 € plus cher à équipement approchant. Notre A290 GTS première édition est facturée 46 200 €. Elle profite heureusement du bonus écologique. Je vous rappelle qu'il est à géométrie variable maintenant, puisqu'elle est fabriquée en France dans l'usine de Douai. Allez, on va mettre la 5e vitesse également. Vous retrouvez l'essentiel de la vidéo sur la page YouTube de Sud Radio. Et dans quelques instants, pour conclure cette première heure, merci de cet essai, l'ami Jean-Luc. Eh bien, on va parler des boîtiers E85. On aura 3 minutes pour vous dire s'il y a des soldes ou pas sur les boîtiers.
Et tout de suite, on accueille Alexis Landrieux qui est avec nous, gérant de Biomotors, fabricant et installateur de boîtiers. On va parler de ces fameux boîtiers. Bonjour Alexis. C'est les soldes. Bonjour à tous. Bonjour Alexis. Bonne année. Oui. Merci pour aider encore des auditeurs. Bon, vous avez décidé de faire un cadeau, mais à tout le monde, puisque comme c'est la période des soldes, vous avez dit tiens, nous aussi on va solder les boîtiers. Et en plus, les nouveaux boîtiers, le Bioflex Air. Il faudra prendre un nom plus simple la prochaine fois pour les vieux animateurs de radio. Bioflex Air. Que des excellentes nouvelles en cette rentrée, effectivement. Ouais. Alors racontez-nous. On a un prix d'éthanol à la baisse, on a 50% de solde sur nos produits et comme le disait Jean-Luc, sur également la nouvelle technologie qui s'étend en termes de gamme puisque la grande majorité des TSI sont également compatibles en cette rentrée. Voilà, donc que des bonnes nouvelles. Oui, alors tous les moteurs un petit peu, on va les appeler délicats à passer à l'éthanol, c'est-à-dire le PureTech, les TCE Renault, les Volkswagen TSI, tout ça avec la nouvelle techno, on peut les passer et en plus là c'est moins 50. C'est moins 50% sur nos produits dans tous les garages participants, garages dans lesquels d'ailleurs nous avons renforcé énormément la formation technique ces derniers mois, notamment grâce à la sortie de ce nouveau produit. D'accord. Clairement là, pour mettre des chiffres en face, si je veux équiper ma DS3, un litre de PureTech. On va pas prendre ça comme exemple. Je veux équiper un modèle Volkswagen TSI, ça me coûte combien avec la ristourne ? Là, globalement, le garage participant sera à moins de 800 €. Ça va tourner à partir de 600 € jusqu'à 800 € sans jamais dépasser les 1000 €, et ce jusqu'au 4 février. D'accord. Et en plus, oui, vous nous l'avez dit, alors que les carburants sont en train d'augmenter, le prix de l'éthanol, lui, va baisser, puisqu'il y a eu des négociations au printemps, à l'automne, sur les prix des carburants de l'année d'après, sur le prix de l'éthanol, oui. et ça va baisser. Bon, on en reparlera à partir du 28, puisque ça sera annoncé officiellement le 28, mais on vous le dit avant tout le monde. Il se porte comment le marché en ce moment des boîtiers éthanol ? Plutôt bien, puisque justement il y avait ces nouvelles motorisations qui, vous le savez, vous rigolez bien avec de PureTech, mais par exemple son encrassement à l'admission et sur les courts trajets notamment, c'est là où il est un peu malmené, et la nouvelle technologie permet notamment, en plus de rouler moins cher, de pouvoir résoudre ces problèmes de conception naturelle de ce moteur. Donc c'est tout bénef, et je pense que les auditeurs d'ailleurs, notamment chez vous qui sont très fidèles, l'ont très bien compris, puisqu'on a eu pas mal de demandes sur cette nouvelle technologie, et je vous en remercie en tout cas. Et là moi j'ai une de mes meilleures amies qui, sa voiture elle est au garage, là sa DS3. Bizarre. Et pour l'instant, c'est pris en charge complètement. Là, ça y est, ils prennent en charge complètement les changements. Vous avez vu depuis le départ de Carlos, il y a un changement à virage à 180 degrés. Mais je peux lui conseiller de passer après, de se faire installer, puisqu'en plus c'est 50% sur vos boîtiers, je peux lui conseiller de faire installer le boîtier, du coup, le fameux Bioflex Air. C'est ça, jusqu'au 4 février, donc dépêchez-vous. Juste, Alexis, vite fait, rappelez-nous le Bioflex Air, ça fonctionne comment en a moins d'une minute par rapport aux anciens systèmes? Ça reprend le système très fiable de l'injection monopoint, donc qu'on retrouvait il y a environ 20 ans maintenant sur les véhicules. C'est-à-dire qu'on injecte les carburants supplémentaires, les 25% supplémentaires qu'il faut pour rouler à l'éthanol. Au lieu de passer par les injecteurs d'origine, on va passer par l'admission d'air, permettant notamment de nettoyer toute la partie admission. Donc finalement, le pouvoir nettoyant de l'éthanol devient un énorme avantage ici, permettant... Oui, puis vu que l'éthanol passe plus par les injecteurs, s'ils sont pas bien adaptés, c'est pas grave. Et comme je suis une fille et que je profite de 50% si je fais installer le nouveau boîtier, je vais avoir un gain d'argent de combien à peu près en tout sur la consommation sur une année par exemple? Là, très simple, le prix de l'éthanol est environ à 75 centimes, certaines stations à 69 centimes, ça fait 1 € ou plus d'écart au litre. Bon, c'est cool. Super. Voilà. Super. Allez, merci pour ces soldes, Alexis. Avec grand plaisir. On vous embrasse fort, Alexis Landrieux. Allez, à suivre le retour de l'info. Et puis, on va commencer à parler des pneus SUV juste après l'info de 11h. Existait-il des pneus spécifiques pour les SUV? Ce sera notre premier rendez-vous de cette heure avec Parlons bien, parlons pneus. Voilà, exactement. Et puis à la fin de l'heure, dans la rubrique actualité, on ira à Marseille en voiture électrique. On ira en Citroën IC3. Ça va être très sympa qu'on parte maintenant parce que je pense que ça va nous prendre un peu de temps. Mais bon, on a de la chance, on a nos amis de Caradisiac qui l'ont fait pour nous. Ils ont fait le trajet en voiture en citadine électrique.
Vous allez me dire, ils sont fous? Non, ils ont c'est bien testé. Non, mais en plus, il y a une vidéo très rigolote sur leur site. Que vous pouvez déjà aller voir, mais juste après. Enfin non, restez avec nous pour l'instant, vous irez voir ça après à midi. On va parler des produits qui vont aider notre voiture à affronter l'hiver, surtout que là, c'est vraiment glagla. Il fait un petit peu glagla. Que faire pour pas que son pare-brise soit gelé? Vous allez me dire, on met un carton. Oui, d'accord, mais il y a d'autres solutions. Ah, cool. Pour pas que les portes collent quand vous ouvrez. Et même des fois avec les bip-bip, c'est tellement gelé qu'on peut même plus ouvrir la porte parce que le bip-bip il est pas reconnu, par exemple. Ok. Donc on voit tout ça également à 11h30 à peu près. Et puis vous, au 0826 300 300, vous nous retrouvez en direct sur Sud Radio et puis vous continuez de réagir aussi sur la page Facebook de Sud Radio. Je vous annonce aussi que vous pouvez nous écrire jeparticipe@sudradio.fr. Vous nous envoyez votre mail avec On parle auto dans l'objet, avec vos questions, vos réactions, votre envie de participation. Ça serait bien qu'on recommence à accueillir un auditeur tous les mois. Oui, si vous avez envie de venir, vous nous envoyez un petit message et puis vous serez avec nous pendant 2 heures. Parce que on est très gentils. Et on est vraiment des gens bien. Bon allez, c'est parti, on va parler pneus avec un autre très gentil. Parlons pneus, parlons bien. Oui, mais il sera quand même toujours très gentil, hein Dominique? Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto, parlons pneus, parlons bien. Dominique Stemfel, bonjour. Bonjour. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. On peut commencer. Est-ce que je peux commencer par être ridicule une fois de temps en temps à l'antenne, parce qu'on m'a toujours dit que le ridicule ne tuait pas. J'ai le droit, l'ami Jean-Luc? Oui, j'ai le droit. Je voudrais vous parler d'une amie qui s'appelle Laurence P. de Paris et qui a fait tout le contraire de ce qu'il faut faire en plein hiver, et c'est-à-dire de ne pas vérifier régulièrement sa pression des pneus quand il fait très froid et que ça continue de baisser, et que sa voiture lui a dit hier matin si tu me regonfles pas, je te laisse tomber. En gros, j'ai eu les attention, alerte, perte de pression de pneus. Donc faites attention à vos pressions de pneus. Alors tous ceux qui le font sont en train de se dire Laurence elle est vraiment blonde, j'assume. Mais tous ceux qui n'ont pas pensé à ça, faites-le. Oui, il a fait jusqu'à -5 cette semaine. Donc Dominique, on est d'accord, quand il fait froid et qu'on n'a pas regonflé ses pneus depuis longtemps, il faut vraiment faire les pressions. Oui, on l'a déjà dit sur Sud Radio. Le problème de Laurence P, c'est qu'elle n'écoute pas. Elle n'écoute pas ce qu'on dit. Non, j'avoue que je me suis complètement laissé avoir et que j'ai pas fait attention et que j'ai pas roulé tous les jours. Et donc hier matin, elle m'a dit ting ting. Voilà, et ça se dégonfle quand il fait froid. C'est à cause de quoi? Oui. Alors, je rappelle que, effectivement, la pression des pneus baisse de 0,1 bar à chaque baisse de température de 10 degrés. Donc, effectivement, si on a fait ces pressions au mois de juillet, on va se retrouver avec 4 ou 5 dixièmes de bar en moins. Ah bah oui. Et donc, c'est quand même des pertes qui sont importantes. C'est exactement ça. J'étais normalement à 2,4 et là, j'étais à 1,9. Oui, alors, et pourtant, Laurence est une professionnelle des bars. Ouais, donc, mais... Et pas que celle de chocolat ou les barres d'abdominaux. Ouais, les barres parallèles, elle sort d'un bar, elle rentre dans un autre, c'est son sport préféré. Ah, celle-là, je la trouve très bonne. Bon, revenons à nos moutons, comme on dit. Alors, aujourd'hui, il se vend une voiture sur 2 vendue, ça c'est sérieux, c'est un SUV. Donc là, les écolos à Paris sont en train de ravaler leur bulletin de naissance, mais bon, il y en a une sur 2, donc on voit bien que ça sert à rien de dire n'achetez pas des SUV. Les gens achètent de plus en plus de SUV. On se dit, comme ils achètent de plus en plus de SUV, les manufacturiers pneumatiques qui sont pas idiots doivent se dire, on va faire de plus en plus de pneus pour ces voitures-là. Est-ce qu'il y a des pneus spécifiques pour les SUV déjà, Dominique ? Alors mon cher Jean-Luc, c'est vous qui avez l'habitude de poser des questions dans cette émission, mais je vais vous en poser une en préambule. Ouais. Qu'est-ce que c'est qu'un SUV ? Sport. Alors, le Sport Utility Vehicle. Yeah, vehicle. Alors, on va dire, un 4x4 qui n'est plus un 4x4 vraiment, puisque la plupart des SUV sont en 2 roues motrices, mais qui, dans son aspect, a quelque chose qui évoque un peu l'aventure. On a envie de s'évader. Le SUV, il a remplacé, il faut le dire, les breaks. Et les espaces, et les monospaces. Les monospaces, pardon. Ça tombe bien, moi j'aimais pas les monospaces. Je trouve qu'un SUV, il y a quelque chose de plus valorisant au niveau du design. C'est pour ça que les gens aujourd'hui choisissent ce type de véhicule. Donc mais pourquoi cette question ? Mais c'est pas un vrai 4x4, un SUV. Et pourquoi cette question, l'ami Dominique ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on met un peu tout dans le vocable SUV.
Alors ça s'appelle SAC, SUC, crossover, etc. Et donc on a des véhicules qui sont de plus en plus proches des véhicules de tourisme. Ceci pour vous dire que c'est aussi la démarche qui a été faite par les manufacturiers. Quand les SUV étaient des extrapolations routières de 4x4, on avait effectivement des gammes très différentes, même avec des affectations en route ou tout chemin. Aujourd'hui, en fait, les SUV, c'est des véhicules routiers surélevés, et donc les pneumatiques qui équipent ces véhicules-là sont des véhicules routiers qui sont très très proches des véhicules, des pneumatiques qui équipent les véhicules de tourisme. Donc il n'y a pas de pneus spécifiques SUV alors ? Alors, il y a eu des pneus spécifiques SUV, on en trouve toujours au catalogue des manufacturiers, on les distingue par des vocables différents, mais aujourd'hui, en fait, les gammes se fondent et on a des profils, des dessins qui sont similaires parce que les contraintes sont les mêmes, à savoir des pneumatiques qui sont le moins bruyants possible, qui ont les résistances au roulement les plus faibles possibles et qui restent particulièrement confortables. Donc en fait, les gammes sont en train de se fondre. Par contre, il y a une différence qui est essentielle, c'est la dimension. Oui. C'est la dimension, puisqu'en fait, on peut avoir, on a des dimensions qui sont différentes, et en clair, les gammes se croisent assez souvent, puisque un pneumatique destiné à une grosse berline peut se retrouver sur un petit SUV. Genre les petits Fiat ou les... Ils sont aussi plus lourds que les berlines en général, les SUV. Alors ils sont plus lourds que les berlines. On a des dimensions qui sont plus importantes pour tout simplement pour gagner en hauteur. Donc il y a aussi des indices de charge qui sont différents. Donc effectivement, si on parle du dimensionnel, il y a des pneumatiques qui sont différents. Par contre, si on parle du profil, du dessin, on a des pneumatiques maintenant qui sont similaires pour les berlines et pour les SUV. D'accord, donc on peut trouver des pneus hiver sans problème pour tous les SUV, on peut trouver du 4 saisons également pour tous les SUV. Et ceux qui ont vraiment 4 roues motrices, ça a besoin de pneus spécifiques. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut faire attention à quoi d'ailleurs, tiens, quand on change ces pneus sur un vrai 4 roues motrices ? Alors un vrai 4 roues motrices avec une chaîne cinématique mécanique, il faut changer ses pneus en même temps pour avoir des profondeurs de creux et des hauteurs de dessin qui sont similaires, tout simplement pour pas perturber la chaîne cinématique et la faire souffrir, parce que si on a des développements différents à l'avant et à l'arrière, la chaîne cinématique va pas aimer. Oui. Bon, la plupart des SUV aujourd'hui, ils sont électrifiés, donc on va dire que le train arrière en général, il est électrique. Donc il n'y a pas de liaison mécanique entre l'avant et l'arrière. Là, on peut continuer à les changer par deux, les pneus. Alors, on peut continuer à les changer par deux. Il faut quand même savoir qu'il y a des systèmes électroniques qui sont extrêmement pointus, extrêmement sensibles, et que s'il y a des écarts de profondeur de creux ou de diamètre sur les pneus, entre les pneus avant et les pneus arrière, il peut y avoir aussi un sapin de Noël qui s'allume au tableau de bord pour alerter d'une anomalie. Donc ça peut arriver. C'est préférable quand même de changer les pneus par 4. Et même pour la sécurité, c'est quand même la meilleure solution. Là, on parle des 4x4 là. Oui, on parle. Alors tiens, justement, on reste sur les 4x4 ou même les SUV. Ça fait du bien de le répéter, d'autant que Madame Laurence P. écoute pas forcément tout ce qu'on dit. Est-ce qu'on est plus en sécurité dans la neige ou quand ça glisse dans un SUV que dans une berline ? Alors d'abord, vous venez d'évoquer le sujet, mais je le répète, il y a quand même un certain nombre de SUV qui étaient équipés avec des pneus uniquement marqués M+S. Et aujourd'hui, ces pneumatiques ne sont plus considérées comme des pneumatiques hiver au titre de la loi montagne, et qu'en cas de remplacement, il faut bien veiller à acheter des pneumatiques qui sont marqués 3 PMSF pour pouvoir rouler en toute sécurité et en toute légalité en hiver partout en France. Mais surtout que là, il n'y a pas, excusez-moi Dominique, mais il n'y a pas que dans les départements là qui sont touchés. On a eu encore un épisode de verglas dans l'Est cette Alors semaine. Quand ça glissouille, c'est mieux un SUV ou c'est pas mieux ?
Alors quand ça glisse à SUV, c'est pas forcément bien. Alors en traction et en montée, c'est parfait. Quand il y a 4 roues motrices, en descente, le véhicule est plus haut, donc avec un centre de gravité qui est plus élevé. Voilà, il est plus lourd et en cas de route très très glissante, on peut avoir ce qu'on appelle un effet luge. Et plus le véhicule est lourd, plus il est incontrôlable en descente. Donc un SUV, c'est pas forcément la bonne solution. En tout cas, ça protège pas toutes les situations. D'ailleurs, je vais demander à mon ami Jean-Luc, qui pilote aussi, un bon pilote. Enfin, là, en l'occurrence, nos amis de l'Est, ils ont pris très très cher et du nord de la France cette semaine. Quel conseil si jamais sur le verglas, il n'y a aucun conseil à donner. Le mieux, c'est de s'arrêter. Le mieux, c'est de pas prendre la voiture. À moins d'avoir des pneus cloutés, et je pense qu'on pourrait compter sur les doigts d'une main les gens qui sont équipés sur la route de pneus cloutés. Il n'y en a pas. On a le droit, Dominique, encore de circuler avec des pneus cloutés. Oui. Absolument. Alors, on considère souvent, ou je lis souvent, ou j'entends souvent, les pneus cloutés sont interdits. Non, ils sont absolument pas interdits. Ils sont autorisés pour la même période que la loi montagne, c'est-à-dire du 1er novembre au 31 mars. Et ils sont utilisés encore de manière régulière en très haute montagne par les services de secours, les ramassages scolaires, les services municipaux, parce qu'en fait, c'est la seule solution pour pouvoir rouler sur le verglas avec une sécurité en tout cas supérieure à celle de pneus hiver. Ça a fait mal cette semaine. Les carrossiers, ils sont contents, Marc. Au moins. Au moins. Non, mais sérieux, ça a tapé fort. Bon, on a fait le tour. Super. On a fait le tour, tout à fait. Merci beaucoup, Dominique. Avec grand plaisir. Soyez prudents sur la route et en particulier sur la neige. Et on rappelle à tous ceux qui n'ont pas fait la pression de leurs pneus avec les températures qui baissent, faites vos pressions de pneus régulièrement. Et d'autant plus avec les voitures aujourd'hui qui ont des systèmes de vérification de la pression des pneus. Donc c'est bien de faire les 4 en même temps. Et si vous avez une différence, ou comme vous, Laurence, si la pression des 4 pneus a baissé, ça vous dit attention danger. Oui. Voilà. Non, parce que attention danger, on a une petite minute, voilà, c'est ça, c'est quand on roule dégonflé. Si vous êtes, si vous avez perdu un demi-bar de pression ou un bar de pression, ça peut être possible, parce que avec le temps, le pneu il se dégonfle naturellement tout seul, et vous prenez l'autoroute avec un bar de pression en moins, même s'il fait froid dehors, votre pneu va s'échauffer et le risque d'éclatement est réel. Ouais, avec le temps tout s'en va, comme disait le grand poète. Allez, à suivre. Eh bien, au 0826 300 300, nous avons normalement Françoise qui a une question à nous poser. Et puis, j'ai une très très bonne. Alors, il y en a plein, mais je suis obligé de sélectionner, sinon on pourrait faire une émission que comme ça. On va demander 1 heure de plus l'année prochaine pour avoir 1 heure de questions de nos amis sur Facebook et de réponses évidemment à vous donner. Très bonne question sur les ZFE qui arrivent aussi par Facebook dans quelques instants. Et à 11h19, on vous accueille tous évidemment avec beaucoup de bonheur. D'ailleurs, vous êtes très très nombreux. Il y a Françoise qui tousse déjà. Dis tonton, pourquoi tu tousses? Alors juste avant de prendre Françoise, parce qu'elle a une question à poser au 0826 300 300. Bonjour à Stéphane, bonjour à Laurent, il y a Nathalie qui est là, Dominique, vous êtes vraiment nombreux, Cédric. Et j'ai une question Facebook, l'ami Jean-Luc, à vous poser, et que je trouve être une très bonne question, comme beaucoup de gens qui ont réagi sur la page Facebook. C'est Adil qui nous dit, lorsque vous parler des ZFE, si l'on a un accident en ZFE avec un véhicule qui est censé ne pas y être, l'assurance peut-elle refuser de prendre en charge ce sinistre? Non, vous serez pris en charge, bien heureusement, parce que si à chaque fois... Alors les assureurs cherchent toujours effectivement une petite porte de sortie. Si vous grillez un feu rouge, vous aurez la responsabilité, même si on vous rentre dedans. Si vous êtes en excès de vitesse, vous aurez certainement aussi une part de responsabilité plus grande. Mais là, en l'occurrence, si votre contrôle technique, par exemple, est plus bon et que vous avez un accident, vous êtes quand même couvert par votre assureur. Même chose si vous circulez dans une zone ZFE où vous n'êtes pas censé être. D'ailleurs, bien malin aujourd'hui, celui qui se déplace en France et traverse les ZFE avec chacune une particularité. Il y a des fois, on peut circuler dans une ZFE sans savoir qu'on est dans une ZFE et sans savoir qu'on n'a pas le droit d'y être. Donc, heureusement, on est assuré. Heureusement. Bon, Françoise, est-ce que vous êtes assurée? Bonjour, Françoise. Bonjour, Françoise. Oui, bonjour, Laurence. Bonjour, Jean-Luc. Oui, je suis bien assurée. Bon, vous habitez où, vous, avec ce si bel accent? À Toulouse, la banlieue toulousaine, exactement, au Canville. Et vous savez que j'ai le bonheur de vous annoncer que je vais aller animer le salon des dépanneurs qui aura lieu fin mars à Toulouse. Voilà. Ah bon? Bon, donc si vous êtes en panne, vous savez à qui vous adresser, Françoise. C'est mes copains, les dépanneurs. Je note, le salon des dépanneurs. Bon, alors Françoise, votre question, elle m'a interpellé parce que vous nous dites que vous avez une Dacia Sandero.
et vous la trouvez pas confortable. Ah, pas du tout. Raide, vous dites qu'elle est raide. Avec les routes qui ne sont pas bien entretenues, ça c'est autre chose. Toutes ces départementales, elle est raide de chez raide. On n'arrête pas de sauter là-dedans. Même j'ai été à l'arrière, sur les sièges arrière. Ah non, mais c'est une horreur. Elle a aucun confort. C'est bizarre parce que la Sandero, elle est plutôt réputée pour son confort justement. Donc je suis étonné. Elle fonctionne bien, votre voiture? Elle a combien de kilomètres? Elle a 83 000. Il serait peut-être 83 000 sur une Sandero. Les amortisseurs, c'est pas des choses qui durent ad vitam aeternam, donc il serait peut-être temps d'abord de changer les amortisseurs. Mais ce qui va se passer si vous changez les amortisseurs, en général, un amortisseur, quand il s'use, il devient pompe à vélo. Donc la voiture est plus confortable avec des amortisseurs usés qu'avec des amortisseurs neufs. Elle tient moins bien la route, elle freine moins bien, mais en revanche, elle est plus souple. Ouais. Là, si vous changez les amortisseurs, ça va être un peu plus raide. Donc si vous la trouvez déjà raide, ça va être un peu bizarre quand même. Si on ne change que les ressorts des amortisseurs. Ah ouais, mais non, ça ne change pas comme ça. En général, en plus, quand on change les amortisseurs, alors vous n'allez pas faire du tuning sur une Dacia Sandero, mais ceux qui changent les amortisseurs sur leur voiture, en général, c'est pour mettre des ressorts plus courts pour rabaisser les voitures, leur donner un look un peu plus sportif. Donc, à trouver des amortisseurs plus longs, non. Franchement, non. Du coup, c'est quoi la solution? Vous oubliez, la solution, c'est ou de passer sur une voiture plus confortable, mais essayez-les avant, parce que je vous dis déjà, la Sandero, quand vous me dites, je la trouve raide, moi, je sais pas... Pour moi, une voiture raide, c'est pas ça. Faites un tour dans une Mini Cooper, vous allez voir ce que c'est qu'une voiture raide. Est-ce que vous avez une conduite sportive, vous, Françoise, ou pas? Non, pas du tout. En plus, avec tous les dodanes qu'il y a, ces dodanes en plastique. Voilà. Non, mais même sur une route qui n'est pas entretenue, hormis l'autoroute, elle est vraiment tape-cul, comme on dit. Et il peut y avoir des exceptions ou pas? Non. Vous l'aviez acheté neuve ou pas? Normalement, non. Non, elle avait pas beaucoup, elle avait 27 000 kilomètres. Et alors, quand même, parce que moi, ça m'est arrivé sur une vieille bagnole. Je la trouvais un peu raide et en fait, je me suis rendu compte que les amortisseurs étaient bloqués parce qu'ils étaient vieux. Est-ce que quand vous appuyez sur l'aile avant et que vous secouez la voiture, elle monte, elle descend ou elle reste figée? À l'ancienne, hein. Je l'ai jamais vu, je l'ai jamais fait. Et essayez ça, vous avez peut-être un amortisseur ou deux même qui sont bloqués, ça arrive, ça arrive rarement, mais ça arrive. La meilleure preuve, c'est que ça m'est arrivé à moi. Stéphane qui demande sur la page Facebook, ça peut pas être lié aux pneus? Alors les pneus, qu'est-ce que vous avez comme pneus dessus? Stéphane. Alors c'est des Michelin, des 205, non. Parce que vous auriez pris des pneus, en changeant les pneus, vous auriez mis des pneus chinois, des pneus chinois en bois de bambou. Peut-être que là, oui. Non, mais j'ai l'air de plaisanter, mais les pneus sont importants dans le confort d'une voiture. Un pneu à taille équivalente d'une marque à l'autre, vous pouvez très bien avoir un confort différent. Ah, mais je suis d'accord. Surtout en pneus de bambou. Voilà, exemple, le même monsieur là qui avait ses pneus, ses amortisseurs qui étaient bloqués, il a changé les pneus sur une Yaris hybride. Il y avait des pneus Bridgestone qui étaient un peu raides, et là maintenant il y a des Michelin à la place qui sont plus confortables. Je le connais, cet homme. Je crois. Donc, si les amortisseurs sont bloqués, il faut que j'aille voir chez Dacia. Ouais, mais déjà vous appuyez sur. Je vais faire le test. Vous mettez au niveau de l'aile avant, vous appuyez dessus, vous verrez bien. Alors déjà vous saurez si ça rebondit. Alors si ça s'enfonce pas, l'amortisseur est bloqué. Bon, voilà. Premier truc, donc là, de toute façon, on les change. Et puis, ça vous donnera aussi une idée sur l'état d'usure de l'amortisseur. Si vous appuyez et que ça rebondit, c'est-à-dire que normalement, vous appuyez, la voiture doit remonter sans faire de rebond. Si en revanche, en appuyant, il faut appuyer bien. Si vous ne vous sentez pas capable d'appuyer assez fort, faites appel à un homme costaud, il appuie dessus, et si ça fait une oscillation, si la voiture elle rebondit un petit peu, c'est que les amortisseurs sont morts. Mais il ne faut pas que ça rebondisse du tout. Non, il ne faut pas que ça rebondisse. Ça sert à ça, un amortisseur. D'ailleurs, ça amortit, comme son nom l'indique. Donc si ça rebondit, c'est que ça amortit pas. Donc si dans les deux cas le problème c'est pas ça, je vois pas d'autre solution que de passer sur une voiture beaucoup plus confortable. Mais là c'est évidemment un investissement. Et j'ai pensé aux captures. Alors le Capture, à part je sais pas quel est votre budget, mais à part la dernière version qui est plus confortable, celle d'avant, moi je l'ai trouvé un peu raide.
D'accord. Voilà. Dans ce cadre, dans ce même type de voiture que la Sandero, à peu près. La Sandero, le problème, c'est qu'elle avait jusqu'à présent, elle n'avait pas de concurrente, la Sandero. Non, mais en équivalent segment, quelle autre voiture très confortable pourrait aller à Françoise? On en parlera tout à l'heure. En petite voiture, alors qui est un peu plus petite que la Sandero, mais qui a quand même de la place dedans et qui a un coffre qui est un peu plus petit, mais qui est quand même assez généreux. Il y a la Citroën C3, la nouvelle. La nouvelle Citroën C3, c'est un modèle de confort. Qui est assez joli. Ou alors chacun juge comme il veut. Mais c'est un modèle de confort. Parce que vous avez des sièges qui s'appellent Advanced Comfort avec une double densité de mousse qui sont très confortables. Et vous avez surtout ces fameuses suspensions à double butée hydraulique progressive qui vous procurent un confort de tapis volant. Et ça, c'est vraiment super confort. Est-ce qu'il y a Aladdin avec nous? Il n'y a pas Aladdin, mais vous pouvez... alors en PureTech, ils ont changé le nom. Ça s'appelle plus PureTech d'ailleurs, mais 100 chevaux. Mais c'est un nouveau nom. C'est plus le même moteur. Il a une chaîne de distribution. Enfin bref, il n'aura plus tous les problèmes qu'avait l'ancien. Ça démarre à 14 990 €. Donc il est possible aussi certainement d'avoir de demander au concessionnaire de faire quelques petits efforts. Donc c'est une excellente voiture, surtout à 14 990 €. Très confortable et qui sera aussi polyvalente que votre Sandero. Et la C3 est sortie quand, le dernier modèle? La dernière, elle vient de sortir. Elle est sortie en 2024. Alors, je me souviens plus de la date, ça passe tellement vite, mais elle est sortie en septembre 2024. Et vous faites reprendre la vôtre, hein? Ah ben oui, l'Advance, mais je ne vais pas en tirer beaucoup là, parce que les Sandero, elles sont pas cotées. Je suis pas d'accord avec 2018, vous. elle est cotée encore. Oui, non, mais c'est sûr que vous n'avez pas en tiré 15 000 €, ça c'est clair. Sur une voiture qui valait 12 000 quand vous l'avez achetée, Et puis surtout, quand vous allez faire votre choix, demandez à essayer les voitures auprès de vos concessionnaires. Vous allez voir, vous allez rouler une heure avec. Cette C3 dans la catégorie des petites voitures, il n'y a rien qui approche en confort. Donc si vous voulez vraiment c'est vraiment la voiture la plus confortable de toutes les petites citadines. Ben voilà. D'accord. Donc c'est pas un PureTech, ok. Oui, non, ça n'a rien changé. C'est plus le même moteur. Non, c'est plus le même moteur. Ils ont quand même repris beaucoup de choses qui ont changé. Il y a 2 niveaux de puissance, mais le 100 chevaux suffit largement. C'est très bien. Et d'ailleurs, merci beaucoup Françoise de votre intervention, parce qu'on en parlait hors antenne tous les deux. Ça y est, cette semaine, tout est pris en charge pour les PureTech, etc. Il y a un vrai changement de politique. Le départ de Carlos Tavares a provoqué un électrochoc, je pense, chez Stellantis. Les nouveaux patrons ont décidé de ne plus se cacher la tête dans le sable et ont décidé d'affronter leurs responsabilités. Donc on prend en charge tous les véhicules qui ont des problèmes de PureTech entre 2012 et 2022 vont être pris en charge. Tous les diesels qui ont des problèmes d'AdBlue, de réservoir d'AdBlue, d'injecteurs, etc. vont être pris en charge. C'est un virage à 180 degrés. Et il aurait fallu qu'il soit pris beaucoup plus tôt. Mais jusqu'à présent, on va dire que ce patron, il a cherché à faire du cash tout de suite. De l'argent. De l'argent au détriment de la clientèle qui petit à petit s'en va, puisque les ventes de Peugeot l'année dernière sont en baisse. Très en baisse. Voilà. Donc si vous avez un PureTech qui a un souci, vous l'emmenez au garage et normalement c'est pris en charge. Il y a un site internet. C'est cette semaine que ça a été mis en place. On aura l'occasion d'en reparler. On va demander à des représentants de Stellantis de venir et de nous expliquer comment ça fonctionne. Et puis surtout, soyez patients avec vos garagistes. Vous savez à quel point j'aime ces métiers-là, parce que du coup ils vont recevoir tellement de voitures prises en charge qu'ils ne pourront pas s'occuper de la vôtre en 2 jours. Il va falloir être un peu patient. Il y a une priorité qui va être accordée à ceux qui avaient fait. Il y avait une action collective qui avait été lancée. Les gens qui sont dans cette action collective seront traités en priorité, ce qui est un peu normal d'ailleurs. Tout à fait. Bon, allez, on fait une pause. Merci à Françoise d'avoir contacté le 0826 300 300 pour poser sa question. Faites pareil, vous nous écrivez si vous voulez passer dans l'émission un mail jeparticipe@sudradio.fr. Dans quelques instants, on va aider vos voitures à affronter l'hiver avec GS27. À tout de suite. Et quel produit pour aider votre voiture à affronter l'hiver? On en parle avec vous. Vous êtes responsable du développement de GS27. Bonjour Adam Martin. Bonjour Laurence. Bonjour Adam Martin. Happy New Year. Happy New Year for you. Non mais on dit Adam ou Adam? Oui, on dit Adam entre nous, voilà. Parce qu'il y a un M et non pas un N. Oui.
Oui, appelez Laurence Ève, ça ira mieux, Adam, vous allez voir. Voilà, je me sens plus à l'aise maintenant d'un seul coup, merci. Bon, il a fait très froid cette semaine, hein. On est descendu même en région parisienne jusqu'à moins 5 degrés, ça veut dire qu'il faut être un peu attentif à sa voiture. Alors on sait, Laurence me l'a dit ce matin, elle m'a dit ma batterie ça fait ma batterie ça fait donc ce matin elle n'a pas aimé. Il faut faire attention aux batteries, on va répéter ce qu'on dit depuis longtemps, les batteries c'est l'été qu'elles subissent les plus gros dégâts avec la chaleur, mais c'est l'hiver qu'elles perdent à environ 20% de leur capacité. Donc il faut penser à lui mettre un petit coup de charge de temps en temps, même si vous roulez assez souvent avec votre voiture. Donc on achète un petit chargeur. Alors évidemment, il faut avoir une prise, mais il y a des chargeurs aujourd'hui qui ont une batterie interne qui permettent de recharger la batterie de la voiture sans avoir besoin de le brancher. Donc ça peut être intéressant. Ça, c'est le premier truc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vouloir ouvrir la porte, ça s'ouvre pas bien? Ah oui, et puis même des fois, ce que je vous disais en début d'émission, mon beeper qui n'arrive même plus, enfin ma petite clé extérieure qui n'arrive même plus à ouvrir le système, quoi. D'accord. Bon, pour les joints, alors vous conseillez quoi? Je parle pas de ceux à fumer. Je parle pas de ceux à fumer, Adam, mais qu'est-ce qu'on peut conseiller pour les joints? Alors moi, ce que je peux conseiller, c'est plutôt un lubrifiant silicone. Hein, c'est souvent les alors Laurence en a, mais peut-être pas pour les joints. Non. Hashtag balance ton animateur. Non, l'ami Jean-Luc. Je ne comprends pas. Moi non plus, Adam. Non. Mais cet homme il est en flux libre, hein, comme dit Anthony, notre réalisateur. Là, il est en roue libre totale. Là. Ce matin, c'est yalla. C'est le froid, c'est pour ça, Laurence. Oui, c'est ça. Alors donc ça, c'est une bombe. On est d'accord. Hein, c'est une bombe qu'on pulvérise sur les joints caoutchouc. Et ça les protège du craquellement également? Oui, ça évite le dessèchement et le craquellement et notamment ça assouplit bien les joints. Ça aide, ça améliore l'étanchéité en fait des joints. Et c'est ça le problème en fait. Je le fais à quel moment du coup? En fait, n'importe quand. Il vaudrait mieux le faire, si possible, avant que les températures descendent trop basses, mais il faut le faire sur des joints propres, d'être sûr de bien les nettoyer avant, et puis après on peut appliquer. C'est très facile d'application avec les petits aérosols. Ok, il n'y a pas de résidus gras, rien du tout comme ça. Et en fait, ça va améliorer cette étanchéité et empêcher l'air et l'eau, un peu l'humidité de s'infiltrer déjà dans l'habitacle. Donc ça aide aussi à réduire les buées, etc. Mais aussi, surtout, ça évite que les joints collent, justement, et que vous avez cette possibilité. Et qu'on les déchire, Voilà, c'est ça. Et quand on ouvre la portière, il y a le risque de abîmer les joints. Ça arrive sur toutes les voitures ou des voitures d'un certain âge, ou ça arrive même sur les toutes dernières récentes? Oui, ça peut arriver sur toutes les voitures. Les joints qui collent, s'il fait vraiment froid, on va dire que toutes les voitures peuvent être soumises à ça. On parlait de trucs qui collent. Les essuie-glaces. Ah, ça, c'est un grand classique. Les essuie-glaces qui sont collés sur le pare-brise. Surtout, et si on a des moteurs d'essuie-glaces puissants, on va déchirer les essuie-glaces. On déchire les essuie-glaces. Il y a des produits qu'on peut mettre sur le pare-brise pour éviter ça? Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut faire là-dessus, surtout pour les balais essuie-glaces. Alors, soit on les remonte si on a cette possibilité. Oui, mais d'accord, mais en général, on oublie. C'est le lendemain qu'on se dit, j'aurais dû faire ça. Ouais. C'est ça. En fait, il y a plusieurs choses à faire. Soit on peut penser tout de suite à mettre un petit peu de dégivrant sur les balais essuie-glaces avant même de démarrer la voiture. Très bonne idée. Oui, mais il faut avoir du dégivrant sous la main, ce qui est en général pas le cas. Mais il n'y a pas quelque chose de préventif qu'on peut mettre qui évitera justement... Exactement. Exactement. Donc, il y a aussi la possibilité on a des traitements anti-pluie. Déjà, d'accord. Donc un traitement anti-pluie, ça permet en fait, oui c'est ça, en fait tout simplement, on a un traitement anti-pluie à la base de céramique, donc ce fameux céramique qu'on entend de plus en plus. Ça marche bien. Le céramique, ça marche très bien, ça permet en fait de chasser l'eau, c'est surtout la déperlance, ça chasse l'eau. L'eau ne peut pas s'accrocher sur le vitre, sur le pare-brise. Ok. Et donc, pardon. Allez-y, excusez-moi, Adam. Donc, en fait, ce traitement-là, il faut le faire avant que les températures baissent. Donc, automne, fin d'automne, quoi.
Oui, voilà, avant l'arrivée effectivement de l'hiver, ou quand des températures remontent là, on peut le faire. Mais si il fait déjà -5, c'est un peu plus compliqué parce que ça risque quand même de geler de suite quand on applique. Si c'est déjà dans les températures négatives importantes. J'ai une question de Anthony, le réalisateur de cette merveilleuse émission On parle auto, unique au monde. C'est gentil, ça. Merci beaucoup. De rien, Anthony. Tiens, pose-la ta question, Anthony, puisque tu as un micro toi aussi. C'est vrai que beaucoup utilisent de l'eau chaude pour dégivrer de manière un peu rapide le pare-brise. Ça m'est arrivé quelques fois. J'ai pas non plus mis de l'eau bouillante, mais c'est vrai que parfois c'est beaucoup plus rapide que gratter pendant un quart d'heure, 20 minutes en gelant les miches. Mauvaise idée. Adam, Martin. Là, j'essaie de récupérer, mais bon, je pense qu'il doit y avoir des entreprises de remplacement de pare-brise qui doivent être très intéressées à ce que vous dites, Anthony, parce que c'est extrêmement risqué quand même de procéder de la sorte. Et puis déjà, il faut aussi, parce qu'on risque de fissures, de fêlures, s'il y a déjà une imperfection au niveau de pare-brise. Donc déjà ça, c'est vraiment à proscrire totalement. Tout simplement, et justement utiliser plutôt des produits de prévention comme cette anti-pluie, donc qui va empêcher pendant la nuit, l'humidité, la formation de glace sur le pare-brise. Exactement, que ça soit pour le pare-brise ou le balai essuie-glace. Je vais le dire, mais bon, ça paraît évident, mais il y a plein de gens qui le font pas. Pensez à un lave-glace qui résiste au grand froid, parce que si vous avez un anti-moustique d'été, au moment où vous avez pulvérisé, ça gèle tout de suite sur le pare-brise, c'est un peu idiot. Ça résiste à combien d'ailleurs? À quelle température un lave-glace spécifique hiver? Alors, un lave-glace spécifique, on peut descendre jusqu'à du -20 là-dessus, quand ça même. Fait un peu de marge, quoi. Selon la quantité effectivement d'éthanol, l'alcool dedans. Tout à fait. Puisqu'on parle de -20, tiens. Il y a quelque chose auquel les gens... -20% parce que c'est les soldes. C'est ça, quelque chose auquel les gens ne pensent jamais, ceux qui roulent en diesel, avec des diesels récents, c'est que on a aujourd'hui, vous savez, des réservoirs d'AdBlue. L'AdBlue, ça sert à éliminer les oxydes d'azote, mais l'AdBlue, c'est composé d'eau et d'urée. Et donc, comme il y a de l'eau dedans... Ça va geler. Exactement. 67% d'eau. Donc, ça gèle. Donc, il faut penser aussi à ça quand il se met à faire froid. Ça gèle quand ça pèle. Exactement. En fait, le point, on pense notamment, je pense, aux cristallisation de l'AdBlue. Quand il fait froid là-dessus, et en effet, le point de cristallisation de température négative, c'est à peu près -11. D'accord. Alors après -11, même s'il n'est pas tout à fait -11, s'il y a du vent, c'est un peu ce qu'on appelle la température ressentie, ça peut avoir son impact. Et donc en effet, il est possible de se procurer chez GS27 notamment un traitement AdBlue qui empêche justement la cristallisation de l'AdBlue. D'accord, c'est pas simplement pour l'hiver, ça empêche, parce qu'il arrive, la plupart des pannes des systèmes d'AdBlue, d'ailleurs, c'est dû à la cristallisation du mélange. Donc ça empêche les pannes toute l'année, en fait. C'est toute l'année, c'est des variations de température, donc à la fois un grand froid, mais aussi quand il y a des températures élevées. Il y a aussi le risque de cristallisation à ce moment-là aussi. Donc c'est ce qu'on a pu voir notamment pendant l'été quand il fait chaud, ou de plus en plus chaud. Donc en fait c'est quelque chose qui est très intéressant à utiliser et prendre les bonnes habitudes tout au long de l'année. Ça coûte combien par exemple un traitement AdBlue? Un traitement AdBlue, on va le trouver chez nous à 19,90 €. En sachant que c'est une formule concentrée et un flacon de 250 millilitres qui peut traiter jusqu'à 100 litres d'AdBlue. Donc, donc ça vous fait une année de consommation. Quoi. Donc comme on arrive sur la fin, Adam Martin, vous qui êtes responsable du développement, on rappelle donc les bons réflexes à avoir, lave-glace spécial genre -25 degrés, hiver, etc. Produit anti-pluie pour le pare-brise, donc ça on le fait un petit peu en amont, céramique, lubrifiant pour les joints, je dis bien pour les joints. Exactement. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Dégivrant. Dégivrant pour le pare-brise s'il est gelé, mais bon, si on a fait ce qu'il faut. Et on a fait le tour. L'anti-buée. L'anti-buée quand même. Qui marche aussi pour les casques des motards. Oui, aussi. Oui,
Oui, tout à fait. Oui. Alors, ce qui est très important, c'est de bien nettoyer son pare-brise à l'intérieur pour avoir la meilleure efficacité possible du produit. Et ça tombe bien, parce que le produit GS27, c'est aussi un nettoyant, c'est un 2 en 1, un nettoyant et un anti-buée. Formidable. Tout est dit. Le télé-shopping, le radio-shopping parfait, Adam. Et je vous rappelle que 20 ans d'M6 Boutique, on peut faire un duo tous les deux. J'ai pas perdu mes bons réflexes et mon savoir-faire. Adam sera peut-être avec nous quand on sera sur Rétromobile, puisqu'on va faire l'émission en direct les 2 heures de Rétromobile, et donc ils amèneront les produits. Donc on va se faire alors là pour le coup un télé-shopping. Un radio achat. Non, on sera aussi en direct. Non, puis l'autre c'est le nom d'une émission, donc on n'a pas le droit de le dire, sinon on va se faire avoir. Non, radio achat pour M6 Boutique, tiens. Pour Sud Radio, n'importe quoi. Oh là là, le revival, là, vous voyez comme quoi il y a des choses qu'on n'oublie pas. Exactement. On vous embrasse fort, Adam Martin. Merci Adam. Beaucoup, excellente journée à vous. Allez, dans quelques instants, juste après, on va retrouver Cédric Pinatel, qui est journaliste à Caradisiac et qui a fait une très jolie balade, une randonnée Paris-Montpellier-Marseille en Citroën IC3. On en parle dans quelques instants. Pour terminer notre rendez-vous, on va partir en randonnée dans quelques instants avec Cédric Pinatel. Je ne sais pas si c'est une randonnée, mais ils n'ont pas de chaussures. Non, mais c'est une randonnée voiture. Mais juste avant, on a Hichem qui est sur la page Facebook qui dit: est-ce qu'un véhicule avec un toit ouvrant, suite au sujet qu'on a fait précédemment sur l'entretien des voitures en plein hiver, là, concentre plus de buée ou pas? Non, si les joints sont étanches, il n'y a pas de raison qu'il y ait plus d'humidité dans la voiture. Si ici ferme correctement votre toit ouvrant, on va dire aujourd'hui, il n'y a plus les problèmes qu'il pouvait y avoir il y a 30 ou 40 ans sur les toits ouvrants qui étaient adaptés en plus après coup, qui fuyaient, on va dire 8 fois sur 10. Là, effectivement, il pouvait y avoir plus de buée parce que de l'eau rentrait. Bon, sauf si votre voiture a 20 ans, Hichem, normalement non. Bonjour Cédric Pinatel. Bonjour Cédric. Bonjour. Journaliste à Caradisiac. Alors vous avez un fan, Cédric, je tiens quand même à vous le dire. Pour être très honnête avec vous, j'ai pas encore pris le temps de regarder votre vidéo, mais alors l'ami Jean-Luc, il est fan de ce que vous avez fait avec votre IC3. Ouais, je trouve que la vidéo c'est 24 minutes. Alors déjà, on va quand même, pour ceux qui arrivent, dire que voilà, Caradisiac a une idée que moi je trouve saugrenue mais qui est bonne, tout en étant saugrenue. Ils ont décidé de prendre une citadine électrique. La dernière, une des voitures les plus accessibles, puisque la communication de Citroën, elle est faite sur ça, en se disant voilà, on va démocratiser l'électrique. Donc ils ont pris une Citroën IC3 et ils l'ont mis dans un cas de figure qui est absolument pas fait pour elle. Et ils ont dit tiens, on va faire Paris-Marseille en passant par Montpellier, puisque tant qu'à faire, pourquoi pas autant faire un petit détour pour aller voir les copains. Par l'autoroute en Citroën IC3. C'est ça. Ça vous a pris comment? Il s'est passé quoi? C'est quoi? C'est une soirée de beuverie, vous avez dit tiens, on va faire ça? Alors pas loin. mais en fait, alors c'était intéressant à plusieurs. En fait, ce modèle-là a fait beaucoup parler de lui par tous les bugs qu'il y a eu au lancement. Il a d'abord été retardé, ensuite il y a eu plein de petits problèmes logiciels, on a eu des cas de véhicules arrêtés en plein milieu des voies parce que il y avait un bug logiciel, je sais plus dans quelle ville. Et donc en fait, on voulait voir si les premiers correctifs, les mises à jour qui avaient été apportées par Citroën déjà permettait de plus tomber en panne et de rencontrer vraiment de gros problèmes sur une voiture, et en plus dans les pires conditions possibles, parce qu'effectivement une voiture électrique, surtout avec des petites batteries, dans un gros road trip de 1000 km avec une température parfois négative et à 3 en plus dans la voiture, là c'est comme faire du tout-terrain avec une voiture de sport, quoi. Oui. C'est vraiment la pire chose possible, quoi. Ouais, on va rappeler les caractéristiques de cette petite Citroën C3 électrique. Donc une petite batterie 42 kWh, donc a priori parfait pour faire des grands trajets, une vitesse limitée. Au moins vous étiez sûr de ne pas être pris en excès de vitesse. Ça c'est l'avantage. Parce que vitesse limite 135 km/h, c'est ça? C'est ça, 135 km/h en fait en limite électronique, mais c'est rigolo parce qu'il y a un régulateur de vitesse qu'on peut mettre jusqu'à 180 km/h, on a découvert ça. Ah ouais. Sachant que la voiture ne peut pas les atteindre évidemment, vu qu'elle est bridée à 135. Bon.
Et alors, vous avez découvert certaines qualités de la voiture. Alors, j'ai adoré dans la vidéo Stéphane Schlesinger, qu'on a de temps en temps avec nous en studio quand on parle de voitures anciennes. Vidéo disponible sur caradisiac.com. Ouais, sur caradisiac.com. Stéphane, qui est un grand fan en dehors de ça de la Fiat Uno, qui a réussi à en parler pendant tout le long du sujet pratiquement, mais qui surtout, en se mettant au volant, j'ai adoré ça, en se mettant au volant de la IC3, se dit, j'avais préparé tout un tas de trucs négatifs à dire, et en fait, non, c'est sympa à conduire. Exactement. Comme d'ailleurs, tu l'avais dit avant, c'est un véhicule, la nouvelle C3, qui est très confortable et qui en plus est spacieux, par exemple, plus spacieux que la fameuse nouvelle Renault 5 électrique, qui a d'ailleurs été récemment élue voiture de l'année. Et en fait, à vivre, cette nouvelle C3, que ce soit en version thermique ou électrique, c'est vraiment une auto qui est de très très bonne qualité. Et surtout extrêmement confortable avec les fameuses suspensions à double butée hydraulique, les sièges Advance Comfort là que vous aviez aussi sur cette version-là. C'est vrai que sur 1000 bornes, on va parler du confort. Vous avez vraiment trouvé que c'était super confort ? Exactement. En fait, le seul problème, évidemment, c'était l'autonomie en conditions extrêmes comme ça, où on avait du mal à dépasser les 100 km, sachant qu'en voyage, lorsqu'on fait de la charge rapide avec un véhicule électrique, on ne charge jamais au-delà de 80% de batterie. Voilà. Et donc c'est vrai que en réalité, ça veut dire que l'autonomie réelle de voyage, dans ces cas-là, surtout sur l'A75 où il faisait très froid, où l'autoroute était très vallonnée, etc. Donc ça implique une surconsommation aussi. Et du coup, c'est vrai que c'était difficile de dépasser les 100 km réels d'autonomie. D'autonomie, sachant que, évidemment, en ville, au contraire, c'est une voiture qui peut dépasser sans problème les 200, voire 250 km. Ceci étant dit, Cédric Pinatel, vous qui êtes journaliste à caradisiac.com, on ne peut pas lui en vouloir, puisque le plan de départ, c'est une urbaine. Elle n'est pas faite pour faire 800 km pour descendre à Montpellier. Alors, exactement. C'est vrai qu'on enfonçait un peu des portes ouvertes pour ça. Mais dans le même temps, et d'ailleurs comme le dit Stéphane dans le reportage, c'est vrai que moi personnellement, quand j'étais jeune, on partait au ski entre amis étudiants avec une Clio essence ou diesel. Ces citadines-là, ça reste des véhicules qui sont censés être polyvalents. Et donc, c'est là. Mais là, on ne peut pas comparer aujourd'hui, excusez-moi, Stéphane. Oui, c'est une deuxième voiture. On ne peut pas comparer le thermique à l'électrique. Pour résumer, c'est une deuxième voiture. Si vous n'avez pas une grosse batterie, il ne faut pas envisager de faire des grands trajets. Vous avez fait combien d'arrêts d'ailleurs pour aller jusqu'à Marseille ? Alors, d'abord, on a fait 6 arrêts. On a d'abord fait 6 arrêts pour rejoindre Montpellier depuis Paris. On a perdu 3 heures pour recharger. Et ensuite, entre Montpellier et Marseille, on a rajouté encore 2 arrêts, donc ce qui fait un total de 8 arrêts pour un temps de charge d'un peu moins de 4 heures sur l'ensemble du parcours. 4 heures d'arrêt sur un trajet qui normalement prend Paris-Marseille, c'est quoi, 6h30 ? Non mais là, il avait passé par Montpellier par la 75. En passant par Montpellier, quoi, c'est 7 heures normalement. Et là, vous avez rajouté 3 heures. Non mais regarde, t'es à 130 km/h. Paris-Montpellier par la 75 qui passe par Clermont-Ferrand, on a déjà au moins pour 6 à 7 heures minimum, plus les arrêts. Et après, de Montpellier à Marseille, t'en as au moins pour 2 heures minimum. Donc ça fait une grosse journée et demie, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Mais bon, c'est bien de l'avoir testé comme ça aussi. Oui, ça vous a coûté combien en recharge ? Parce qu'il y a ça, il y a des gens qui disent ouais d'accord, mais ça coûte moins cher en recharge. Là en l'occurrence, c'est pas tout à fait le cas. Alors effectivement, pour nous, c'est une des plus mauvaises surprises parce qu'on a eu une facture de 144 € au total. Et alors justement, il faut qu'on vérifie exactement dans le détail, parce que je pense qu'il y a eu une grosse surfacturation de l'opérateur. En fait, on avait une carte ChargeMap. Et en gros, ils prennent un pourcentage. Ils prennent un pourcentage. Bon, et ces gros points positifs, s'il nous reste 40 secondes à peine, Cédric Pinatel. Le confort. Elle est plutôt amusante à conduire quand même, elle est sympa. Elle est très sympa à vivre et une fois qu'on arrive à destination en ville, alors là, mais c'est bonheur. C'est extra. En fait, la prochaine fois, vous faites la même chose avec Stéphane Schlesinger, mais vous faites par les nationales.
Oui, alors on pourrait faire ça. Et vraiment, la meilleure aussi surprise du trajet, c'est que finalement, on a eu très peu de bugs. Ils ont quasiment tous été résolus. Ah, c'est top. Donc bon, ça, c'était quand même l'enseignement le plus positif. Et on va tout simplement proposer et inviter tout le monde à aller voir votre vidéo donc sur caradisiac.com qui est drôle en avec plus. de l'humour en plus. Et c'est pas méchant, je tiens à le préciser, parce qu'il y a plein de gens qui vont dire on dégomme l'électrique. C'est pas du tout le cas. C'est pas du tout. C'est très objectif et c'est très agréable à regarder. Merci beaucoup Cédric Pinatel. Merci Cédric. Merci. Et bisous à Stéphane Schlesinger et à toute l'équipe de caradisiac.com. Vous le savez, on aime beaucoup ici sur Sud Radio dans On Parle Auto. L'ami Jean-Luc, merci beaucoup et nous vous aimons aussi beaucoup sur Sud Radio. Formidable. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Allez, la samedi prochain, on re-signe. Merci à Anthony d'avoir réalisé cette émission et à Elanie d'avoir été notre standardiste. À samedi prochain. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.